Costa Gavras, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le parrain de la 5e édition du festival de films franco-arabes qui se tient à Noisy-le-Sec jusqu'au 15 novembre prochain. Pourquoi avoir accepté de parrainer ce festival? Parce que je connaissais déjà ce festival. J'avais été il y a plusieurs années en Jordanie, où ce festival franco-arabe a commencé. Ça existe, je crois, depuis une vingtaine d'années. Et quand ils m'ont dit qu'ils le reprenaient ici, je trouvais ça intéressant. Et surtout, je les ai demandé quel film voulaient passer. Et j'ai vu que la qualité d'abord de film était importante. C'est pour ça que j'ai accepté. Parrainer. Bon, parrainer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes ici, vous me demandez. Sinon, les journalistes ne viendraient pas, ou très peu. Voilà. Donc, je dis, si on peut profiter, si le festival profiter de cela, bah, je vous parraine. Je n'ai pas fait plus grand-chose. Je n'ai pas voulu non plus les contrôler et dire voilà quel type de programmation. Ils sont complètement libres, ils font ce qu'ils veulent. Et la programmation, elle m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il y a des très beaux films. Et elle est complexe. Voilà, et ça, la complexité, vous aimez bien. On l'a vu dans vos films. La complexité est la complexité de la géopolitique et de la politique. Ça traverse tous vos films et ça traverse pas mal des films qu'on va pouvoir voir, notamment le film de Malek Ben Smaïl, Contre-pouvoir. Beaucoup de ces films parlent de l'Algérie, dont un d'ailleurs que vous produisez. Il vous semble intéressant de montrer un monde arabe complexe et non pas simpliste, comme on veut nous le présenter aujourd'hui? Vous voyez, l'autre raison qui m'a incité beaucoup d'accepter, c'est que aujourd'hui on parle du monde arabe comme une entité et on parle du monde arabe d'une manière un peu négative. Il y a quelque chose de négatif quand on dit arabe, il y a l'arabophobie, etc. Bon. Non, je pense qu'il y a il y a plusieurs mondes arabes d'abord. Tout le monde le sait ça. Et puis je pense aussi que en ce moment il faut parler de ce monde arabe ici, le montrer au cinéma. Pourquoi au cinéma? Le cinéma, c'est la fête. C'est la fête, c'est la communion. On voit tous ensemble face à un écran et on voit comment les gens vivent dans un autre pays. Dans un autre pays, on n'a jamais été. Avec des gens et des vies qu'on ne connaît pas du tout. Donc on connaît la vie quotidienne de ce monde arabe qui n'est pas celui qu'on risque d'avoir, après avoir écouté des choses négatives, avoir vécu des choses négatives, avoir peur aussi, parce que ça peut arriver, des choses horribles peuvent arriver dans la rue, ce qui est arrivé à Nice ou ailleurs. Donc on associe trop ça à tout le monde arabe. Donc c'est ça qui m'a incité beaucoup de dire, voilà, il y a un autre monde arabe. En France, nous avons, je sais pas, 3 millions, 4 millions d'Arabes, qui sont des gens très bien, moi j'en connais beaucoup, quelques-uns, dans la profession et en dehors, et ils sont des bons travailleurs, des bons pères de famille, et donc tous ces gens-là, ils sont absolument effrayés de l'image qu'on projette sur eux. Alors un film a l'avantage de montrer autre chose que cette image-là. Voilà ce qui m'a intéressé essentiellement. Et je pense que dans cette multiplicité des films qui sont présentés, il y en a une soixantaine, que ce soit de documentaires ou de longs métrages, je trouve qu'il y a des choses formidables à voir. Ce serait quoi vos coups de cœur, par exemple, si vous avez le droit de le dire? Les coups de cœur, je ne les ai pas tous vus. J'en ai vu quelques-uns. Il y a au moins 10 films qui se présentent, je crois, pour la première fois. C'était tout neuf. Il y a des films, naturellement, celui que j'ai produit, moi, que nous avons produit avec ma femme, qui est un film sur l'Algérie des années terribles. Et ça montre comment les gens ont résisté, comment ils se sont sortis peu à peu de cette horrible situation. السلام عليكم ورحمة الله. افتحي لي الباب يا أختي. بسم الله الرحمن الرحيم. افتحي لي يا أخت. أنا هنا لأوديك بنور وسكينة الخالق. بسم الله أبتدئ أحد. أنا هنا يا أختي لمساعدتك. لأساعد قلبك حتى يلتقي الطمأنينة. وأساعدك ماديا إذا كنت في الحاجة. صنعة الخالق في كل مكان وما أنا إلا عبد ضعيف في خدمة الخالق. دعيني أساعدك. أريد أن أقدم لك مساعدة مادية وأخلاقية حتى يرتاح قلبك. افتحي ولا تخافي يا أختاه. نحن في طريق إلى الله. افتحي ولا تخافي. افتحي لي يا أختي. افتحي ولا تخافي.
Alors ce film, effectivement, il s'appelle Maintenant ils peuvent venir. C'est un film de Salem Brahimi qui sera présenté donc le vendredi 11 novembre à 17h30. Donc pour la première fois en France. Comment vous l'avez rencontré ce film, ce réalisateur? Parce que c'est un film sur les années terribles et c'est un film aussi absolument terrible dans lequel on apprend plus que dans n'importe quel livre sur cette fameuse décennie noire. Absolument. Le film, le jeune Brahimi est rentré comme stagiaire dans un film, comme il y en a d'autres. Et puis, il y a beaucoup de stagiaires dans les films, et puis il y en a qui disparaissent, ils partent, ils travaillent. Et lui, il est resté, et puis il a travaillé très bien. Il est devenu très vite second assistant, et puis assistant à la production. Donc il a fait un parcours formidable, et puis un jour, il est venu avec un livre algérien qui est du même nom, et il a dit, est-ce qu'on peut le monter? Michel, ma femme, s'est beaucoup occupée, et ils ont trouvé l'argent, et le film, et il a fait un beau film. Un film qui vraiment mérite d'être vu, parce qu'on voit la résistance. On voit comment on peut vivre des situations aussi terrifiantes que celles qu'a vécu l'Algérie pendant près de 10 ans, n'est-ce pas, où il y a eu combien? 200 000 morts, je crois. Et ça, je pensais qu'il s'était fait absolument aider ces jeunes hommes de faire son film, et il a fait parfaitement bien. Il y a une époque où on met la religion un peu au centre de tout, de tous les maux. Eh bien, on voit dans ce film que les frères musulmans d'Algérie, c'était pas tellement la religion qui les intéressait. C'est un film vraiment où la politique a son importance, où le pouvoir a son importance. Oui, il y a une partie des musulmans qui ont voulu prendre le pouvoir par la religion, en utilisant la religion. Et en faisant des horreurs, il faut dire. Et très vite, ils ont dégoûté tout le monde. Mais c'est vrai, mais la religion aujourd'hui, il y a une certaine ambiguïté de l'utilisation de la religion. Mais là, c'est un vaste projet, un vaste débat. C'est difficile d'y entrer. Mais il est vrai aussi que la religion, le problème de la religion, c'est qu'elle permet tout, le meilleur et le pire. Ou plutôt, les gens peuvent s'associer à l'idée de la religion et faire le meilleur et faire le pire. Mais heureusement, comme on l'a vu, il y a beaucoup plus de gens qui sont pour les meilleurs que pour les pires. On reconnaît votre optimisme légendaire. Alors, une question qui n'a pas grand-chose à voir avec le festival. Vous êtes franco-grec. Je crois que vous avez des liens très forts encore avec la Grèce, où vous retournez très régulièrement. Quel est votre regard sur ce pays dont on a beaucoup parlé au moment de l'arrivée de Tsipras au pouvoir, qui a suscité un grand espoir, là qui a aussi un petit peu défrayé les chroniques des journaux à travers l'arrivée des gens qui s'exilent pour fuir la guerre en Syrie. Mais aujourd'hui, la Grèce que vous connaissez bien, comment va-t-elle? On n'a plus de nouvelles de la Grèce. La Grèce va très mal. La Grèce va très mal, mais on ne le sait pas parce qu'on n'en parle plus. On a beaucoup parlé à un moment donné parce qu'il y a eu toutes ces relations avec l'Europe et tout d'un coup, on n'en parle plus du tout. Et beaucoup de gens me disent, bon, ça doit aller mieux. Mais non, ça ne va pas mieux. Ça va même pire. Ça va pire parce qu'elle est toujours sous l'emprise de la Commission européenne qui ne respecte que comment dirais-je, que les banques, qui n'aident que les banques, et ils s'affichent complètement du peuple. Voilà. Et il y a, vous devez le savoir, ou peut-être la majorité des gens ne le savent pas, qu'il y a une troïka, il y a 4 Européens qui sont en Grèce, qui vendent, qui ne sont pas grecs du tout et qui ne se réfèrent pas du tout au gouvernement grec. Ils vendent des aéroports, des plages, enfin tous les biens de l'État grec, il est vendu par des gens qui n'ont rien à voir avec la Grèce, avec les gens élus par la Grèce, et tout cela pour rembourser des gens qui auraient investi en Grèce. Alors, ce qu'on n'a pas dit beaucoup non plus, c'est que les responsables dans cette affaire, c'est naturellement les hommes politiques grecs, que ce soit à la droite ou que ce soit à la gauche. Mais les autres responsables sont aussi les Européens, que ce soit les Français, les Allemands, les Anglais qui ont vendu, et d'autres qui ont vendu beaucoup de biens à crédit pendant des années en Grèce, sans se préoccuper si la Grèce pouvait les payer ou pas. Et puis un jour, ils se sont aperçus que cette dette est devenue colossale et qu'ils ne pouvaient pas la payer. L'Europe elle-même, la Commission européenne et toutes les autorités européennes de la Commission, ils ont vu cette dette monter, mais ils ne sont pas intervenus pour dire arrêtez, comment ils vont payer. Et tout d'un coup, ils se trouvent tous d'être complètement, comment dirais-je, avoir raison et dire payez-vous les Grecs. C'est ça. Et les Grecs ne peuvent pas payer. En même temps, tout le monde sait que la Grèce ne peut pas payer cette dette. Elle est tellement colossale, c'est comme on disait à moi ou à vous de payer 100 millions d'euros, je ne sais pas quoi, on ne le trouve pas, c'est pas possible. Donc les Grecs ne pourront pas les payer, mais ils le savent. Et ils ne font rien pour arranger leur vie. La situation est encore plus négative parce que le fait qu'on ne fait rien pour que cette dette soit étalée, soit réduite,
les investissements en Grèce ne se font pas. Donc il y a un chômage colossal, il y a tous les jeunes Grecs qui s'en vont, ce qui est un autre appauvrissement, le pire de tous à mon avis, parce qu'il y a à peu près 200 000 jeunes Grecs qui sont partis. Ça veut dire que ce sont les cadres en plus, ce n'est pas les ouvriers qui peuvent partir, c'est ceux qui font des études supérieures. Et ceux-là, ils ne sont pas sûrs de revenir. Donc c'est un appauvrissement, un double appauvrissement, en dehors de la situation terrible que vivent beaucoup de gens quotidiennement. Mais vous y retournez? Qu'est-ce qu'on ne pourra pas prendre à la Grèce? La lumière? Non, non, la Grèce, il y a plein de choses. Il y a la lumière, il y a la beauté de la Grèce, il y a la gentillesse des Grecs. Mais malgré tout, ils sont, vous voyez, pour l'histoire de tous ces immigrés qui sont passés de la Turquie à la Grèce, ils les ont très bien accueillis finalement, malgré, enfin, en général. Malgré les difficultés économiques qu'ils ont, ils ont tout fait pour que ça se passe correctement. Donc il y a tout cela, il y a tout le côté positif. Et puis c'est un peuple qui a quand même une tradition extraordinaire. Et on se réfère sans jamais aux Grecs, n'est-ce pas? Donc il y a tout ça, la Grèce. Ça n'est pas un pays dont on peut rester indifférent. Mais l'Europe reste indifférente. La Commission européenne reste fermée complètement. M. Juncker propose des cravates à Tsipras, qui n'a pas envie d'en mettre d'ailleurs. Mais il ne propose pas des changements radicaux pour que la situation économique du pays change. Est-ce que le cinéma peut quelque chose? Le cinéma, les jeunes, ils font des films, les jeunes Grecs, ils font des films. D'ailleurs, je pense que peut-être en mars ou en avril, il va y avoir une sorte de rétrospective du cinéma grec. Comme ça, les Français verront peut-être aussi un autre aspect de la Grèce. Ils vont aussi voir le drame que vivent beaucoup de Grecs. Merci beaucoup, Costa Gavras.